Je n'ai pas dit un mot quand mon gendre m'a traité de « poids mort ». Je me suis contenté d'opiner du chef, de poser ma tasse de café sur le plan de travail de la cuisine, ce même plan que j'avais fabriqué de mes propres mains il y a 32 ans, et je suis monté à ma chambre pour commencer à fermer valise. C'est ce que personne n'a compris. Pourquoi ne pas m'être défendu? Pourquoi ne rien dire? Ma voisine, Madame Valadier, m'a posé la même question. 3 semaines plus tard, alors qu'elle se tenait dans l'allée de sa maison, me regardant charger le reste de mes affaires dans ma vieille camionnette. Je lui ai répondu ce que je vais vous dire maintenant, parfois, la chose la plus intelligente qu'un homme puisse faire est de sourire, de se taire et de laisser les gens croire qu'ils ont déjà gagné. Je m'appelle Walter, j'ai 67 ans. J'ai passé 41 ans à bâtir un petit atelier de mécanique automobile, rentable et réputé, dans une zone artisanale près de Nantes. Rien de clinquant. Un garage. À 4 ponts, 8 employés au plus fort de l'activité. Une clientèle fidèle. Qui revenait parce que j'étais honnête et que je savais de quoi je parlais. Ma femme, Patricia, est décédée il y a 9 ans d'un cancer du sein, diagnostiqué trop tard, et après cela, l'atelier a été ce qui m'a permis de tenir debout. Chaque matin, j'enfilais ma combinaison, je faisais les 12 minutes de route qui séparaient ma maison de l'atelier, et je me perdais dans un travail que je maîtrisais. Ma fille, Claire, a 34 ans. Elle est vive, têtue, et elle ressemble tellement à sa mère que cela me serre le cœur à chaque fois qu'elle entre dans une pièce. Je l'aime profondément. Je tiens à ce que ce soit clair, car rien de ce qui s'est passé entre nous ne change cet état de fait. Son mari s'appelle Derek. Il a 37 ans. Il travaille dans l'immobilier commercial, ou du moins. C'est ce qu'il raconte dans les dîners mondains. En réalité, il fait de l'intermédiation et touche des commissions quand les affaires aboutissent, ce qui, dans son cas, arrive bien moins souvent qu'il ne le laisse entendre. Derek porte des chemises coûteuses, conduit une BMW en leasing et possède 7 poignées de main ferme qu'il utilise comme d'autres utilisent une arme. La première fois que je l'ai rencontré, il y a 6 ans, il a jeté un regard sur mes mains calleuses et ma camionnette tachée d'huile, et j'ai vu, aussi clairement que le jour, le calcul se faire dans ses yeux. Il a décidé que je ne valais pas grand-chose. Je n'ai rien dit. J'ai souri, j'ai serré sa main et j'ai classé l'information. Claire et Derek se sont mariés il y a 4 ans. Un mariage somptueux. J'ai payé la majeure partie, bien que Derek ait insisté pour contribuer de manière très théorique. 18 mois plus tard, Claire est tombée enceinte. C'est là que les conversations ont commencé. Au début, cela semblait raisonnable. Claire m'a appelé un dimanche après-midi pour me dire qu'il s'inquiétait pour la place. Leur appartement à Rezé était un 3 pièces. Avec le bébé, ils avaient besoin de plus grand. Avait-elle pensé à? Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Avait-elle pensé à ce que j'allais faire de ma maison, à terme? Je lui ai dit que je comptais continuer à y vivre. J'avais 65 ans et j'étais en bonne santé. Je n'avais aucun projet de départ. Elle a dit, bien sûr, expliquant qu'elle parlait du long terme. Je lui ai répondu que le long terme me convenait très bien aussi. 3 semaines plus tard, Derek m'a appelé directement. C'était la première fois qu'il m'appelait sans Claire. Il était amical, presque collégial. Il disait avoir réfléchi à ma situation et avoir fait des recherches sur des résidences. Services pour seniors dans la région. Des prestations exceptionnelles. Disait-il. Des activités, des gens de ton âge. Une vraie communauté. Il serait ravi de m'envoyer des brochures. Je lui ai dit que j'appréciais l'attention et que j'y jetterais un œil. Je n'y ai pas jeté un œil. 2 mois plus tard, il
sont venus dîner. J'avais préparé un bœuf bourguignon, la recette de Patricia. Au milieu du repas, Derek a posé sa fourchette et a annoncé qu'ils avaient réfléchi à une proposition. Il utilisait ce mot comme si nous étions en réunion de conseil d'administration. L'idée était simple, je devais emménager dans l'une de ces résidences qu'il avait trouvées, une très belle à Saint-Herblain, à seulement 20 minutes. Claire et Derek emménageraient dans ma maison pour offrir au bébé un jardin et un vrai quartier. Ils prendraient, bien entendu, en charge la taxe foncière et les charges. J'ai regardé Claire. Elle fixait son assiette. J'ai demandé à Derek dont le nom figurait sur l'acte de propriété. Il a souri en disant que ce n'était qu'un détail technique, que nous étions une famille, et qu'il s'agissait de faire ce qui était censé pour tout le monde. Je lui ai redemandé, quel est le nom sur l'acte, Derek? Il a répondu, le mien, évidemment, mais au final, je lui ai dit que c'était tout ce que j'avais besoin de savoir, et j'ai demandé si quelqu'un voulait du rab de bourguignon. Rien n'a été décidé ce soir-là, mais j'ai senti quelque chose changer chez Derek. Les appels amicaux ont cessé. Quand Claire appelait, elle semblait distante. Derek a arrêté de passer à l'atelier. Quand j'ai mentionné avoir besoin d'aide pour déplacer du matériel, il a soudain été très occupé. Puis, mon petit-fils aîné, Théodore, Théo, né un mardi de mars. Je suis allé à la maternité, je l'ai tenu dans mes bras, et quand il a enroulé sa petite main autour de mon doigt, j'ai compris que je ferais n'importe quoi pour cet enfant. N'importe quoi de raisonnable. N'importe quoi de juste. J'ai aussi compris que Derek le savait et qu'il comptait l'utiliser. La campagne a commencé. Subtilement. À la visite des 2 mois de Théo, Claire a glissé que l'appartement devenait exigu. Lors d'un dîner de famille, Derek a parlé du jardin qu'avait eu son propre père, de son importance pour le développement d'un enfant. Il me regardait en le disant, pas avec accusation, juste avec une réflexion à voix haute. Je devais comprendre l'implication sans qu'il ait besoin de l'énoncer. Je l'ai laissé cogiter. 4 mois après la naissance de Théo, Derek est venu à l'atelier. Juste lui. Un mercredi matin, alors que j'avais 2 voitures sur le pont. Il s'est planté dans l'encadrement de la porte, en chemise repassée et chaussures de ville sur mon sol en béton, et a dit qu'il fallait qu'on parle d'homme à homme. Je lui ai demandé 20 minutes pour finir mon travail. Nous nous sommes assis au bureau. J'ai versé un café qu'il n'a pas bu. Il m'a expliqué, calmement, comme s'il était très raisonnable, que Claire souffrait. Que la maternité était difficile. Qu'elle avait besoin d'espace, de stabilité, d'un vrai foyer. Il a ajouté qu'il fallait comprendre que s'accrocher à une maison trop grande pour une seule personne, alors que ma fille en avait besoin, c'était égoïste. Il n'a pas utilisé ce mot, il a parlé d'esprit de famille, mais nous savions tous deux ce qu'il voulait dire. Je l'ai longuement regardé. Puis je lui ai demandé comment allaient les affaires. Il a cligné des yeux. Très bien, a-t-il dit. J'ai demandé, à quel point. Parce que je connaissais du monde dans l'immobilier commercial dans le coin, et j'avais entendu des choses. Il s'est raidi. Il a dit que les choses étaient en transition. J'ai acquiescé, j'ai dit que ça se comprenait et j'ai espéré que les choses s'amélioreraient pour lui. Il est parti sans avoir terminé son discours. Ce que je savais, et que je ne lui ai pas dit, c'est qu'un ami à moi, Russell, qui gérait des locaux commerciaux, m'avait confié 3 semaines plus tôt que Derek avait perdu 2 clients majeurs et qu'il accumulait les retards de paiement. Derek avait besoin d'argent. Il avait besoin de la maison pour arrêter de payer un loyer et réorienter cet argent ailleurs. Ce n'était pas pour le bien de Théo. C'était pour les finances de Derek, et il utilisait ma fille et mon petit-fils comme argument.
Ce soir-là, je me suis assis dans le fauteuil de Patricia. Je ne m'y asseyais jamais. C'était le sien. J'y ai réfléchi pendant 2 semaines. Puis Claire m'a appelé, en pleurs, pour me dire qu'elle avait besoin de me voir. J'ai dit, bien sûr, viens. Je ferai du bon café. À ma table de cuisine, elle m'a montré des photos de la résidence. Service qu'ils avaient trouvé. Piscine, atelier de menuiserie, sentier de promenade. Elle parlait avec des mots qui n'étaient pas les siens, je le voyais. Bien. Je lui ai demandé ce que, elle voulait. Pas Derek. Elle a commencé à pleurer, de vraies larmes. Elle a avoué qu'elle était épuisée, que Théo ne dormait pas, et qu'elle avait juste besoin que les choses soient plus simples. Je lui ai tenu la main, je lui ai dit que je comprenais et que je l'aimais. Je lui ai promis que je trouverais une solution. Je ne lui ai pas dit laquelle. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocate, Sandra, qui gérait mes contrats depuis 15 ans. Le lundi suivant, j'avais un plan. J'ai appelé mon chef d'atelier, Gilles, qui était avec moi depuis 19 ans. Je lui ai dit que j'allais prendre un peu de recul pendant quelques semaines. Gilles a dit qu'il assurerait, comme toujours. Puis, j'ai appelé Derek. Je lui ai dit que j'avais réfléchi. Que la famille passait avant tout. S'il voulait emménager dans la maison, je ne m'y opposerais pas. J'irais dans la résidence à Saint-Herblain. Il me fallait juste 60 jours pour régler mes affaires. Le silence a duré 4 secondes. Il a trouvé cela très sage et très généreux. Il a dit que Claire serait soulagée. J'ai senti sa satisfaction. Il pensait avoir gagné. J'avais effectivement fini par voir les choses en face, mais pas comme il l'imaginait. Durant les 60 jours qui ont suivi, je ne suis pas resté inactif. J'ai fait expertiser la maison, 420 000 €, ce qui aurait surpris Derek. J'ai contacté une agence de gestion locative. J'ai fait rédiger un bail, un vrai, au prix du marché, avec dépôt de garantie, clause d'entretien et conditions de résiliation. Le loyer était de 2 200 € par mois. J'ai visité la résidence de Saint-Herblain. C'était beau. J'ai rencontré un nommé Harolda. L'atelier de menuiserie qui construisait une commode en chêne et m'a dit que la machine à expresso était meilleure que tout ce qu'il avait chez lui. Je me suis mis sur liste d'attente. Pas parce que Derek me l'avait demandé, mais parce que c'était un bon endroit, et parce que ce que je m'apprêtais à faire nécessitait un départ propre. Ils ont emménagé en octobre. J'avais déjà déplacé mes affaires personnelles, la vaisselle de Patricia, mes outils, dans un garde-meuble. J'avais loué un petit appartement meublé à proximité. Je leur ai donné les clés. J'ai vu Derek parcourir la maison avec l'expression d'un homme qui fait l'inventaire de ce qu'il considère déjà comme sien. Il a désigné le garage en disant qu'il en ferait un bureau. Il a parlé de la chambre du fond, comme de son futur cabinet. Il a critiqué le jardin, que j'avais entretenu avec amour. J'ai souri. Je lui ai dit de prendre soin de la maison. Il a répondu comme s'il en était déjà le propriétaire. Je suis parti sans regarder dans le rétroviseur. Pendant 6 semaines, je les ai laissés s'installer. J'ai rendu visite à Claire 2 fois. Elle m'a reçu sur le perron, ce qui était significatif. J'ai tenu Théo. Derek était toujours très occupé, ailleurs dans la maison lors de mes visites. J'ai croisé Madame Valadier, ma voisine depuis 22 ans. Elle m'a pris à part pour me dire que Derek s'était présenté aux voisins comme le nouveau propriétaire, disant que j'avais pris ma retraite dans un EHPAD. Il avait même évoqué la location du studio indépendant au-dessus du garage, que j'avais construit pour ma mère, pour se faire un complément de
Revenu. Il allait louer une partie de ma propriété à quelqu'un, sans aucun droit légal. J'ai appelé Sandra. Elle m'a dit, nous sommes prêts quand tu le es. J'ai attendu le bon moment. Le moment est arrivé 3 semaines plus tard, un dîner qu'ils organisaient avec des collègues et les parents de Derek. J'ai dit que je viendrais. Je n'ai pas précisé que je viendrais avec Sandra et un gestionnaire de biens, Kevin. Samedi soir, j'ai mis mon blazer bleu marine, je suis allé à ma maison, et je me suis garé derrière les voitures de Sandra et Kevin qui m'attendaient au coin de la rue. Les lumières brillaient, on entendait le rire de Derek. J'ai frappé. Claire a ouvert, surprise de me voir, encore plus. De voir Sandra et Kevin derrière moi avec leur dossier. Je leur ai dit qu'il fallait entrer. Le dîner battait son plein. Derek était en bout de table, ma table, dans ma salle à manger. Son expression est passée de la confusion à la reconnaissance, puis à la peur pure d'un homme qui comprend que la situation a basculé. J'ai salué tout le monde. J'ai présenté Sandra comme mon avocate et Kevin comme le gestionnaire de ma propriété. Kevin a posé un dossier sur la table. J'ai dit à Derek et Claire que j'avais décidé de ne pas vendre, ni de céder la maison. En revanche, j'étais disposé à la leur louer au prix du marché, 2200 € par mois, bail de 12 mois, premier et dernier mois payable. À la signature. J'ai ajouté, très calmement, que toute sous-location non autorisée, y compris du studio du garage, entraînerait la résiliation immédiate du bail. Le visage de Derek est devenu livide. Sa mère a fait une réflexion acerbe que j'ai ignorée. La femme de son collègue a pris une longue gorgée de vin. Claire me fixait. Pas avec colère, mais avec quelque chose de plus complexe. Des larmes coulaient. Je soutenais son regard pour qu'elle voie que j'étais calme. Que je ne faisais pas cela pour lui faire du mal, mais pour protéger ce que Patricia et moi avions bâti pendant 40 ans contre un homme qui, depuis 18 mois, tentait de me dépouiller par la pression et la manipulation. Je leur ai donné 2 semaines pour signer. S'ils refusaient, ils auraient 30 jours pour quitter les lieux. Puis, j'ai dit que l'odeur du rôti était délicieuse, et je suis parti. Sandra, Kevin et moi sommes sortis. Je me suis assis dans mon camion un moment. Mes mains étaient stables. Étonnamment stables. Derek m'a appelé 4 fois ce soir-là. J'ai laissé sonner. Il a envoyé des textos me traitant d'injuste. J'ai tout lu, puis j'ai rangé mon téléphone. Claire m'a appelé dimanche. Elle était triste, fatiguée. Elle m'a demandé si j'allais vraiment leur faire payer un loyer. J'ai répondu, il ne s'agit pas du loyer. Il s'agit de ce qui m'appartient. Ton mari voulait sous-louer mon bien derrière mon dos. Il mentait aux voisins sur la propriété. Elle est restée silencieuse longtemps, puis elle a dit qu'elle ne savait rien pour la sous-location. Je lui ai dit que je la croyais. Nous avons déjeuné ensemble la semaine suivante. Juste nous deux. 3 jours après, elle m'a dit qu'ils allaient retourner temporairement chez ses beaux-parents. Elle n'était pas sûre pour le bail. Elle n'était sûre de rien. Je lui ai dit que, moi, j'étais sûr d'elle. De Théo. De nous. Une semaine plus tard, Derek m'a appelé. Il était dans sa voiture. Il s'est excusé. Il a reconnu avoir tout axé sur l'argent et avoir coincé Claire au milieu. Je lui ai dit de ne plus jamais rien cacher à sa femme. Il a demandé s'il y avait une possibilité, à l'avenir, de trouver un arrangement juste. J'ai répondu que c'était une conversation pour un autre jour, après qu'il ait eu des discussions honnêtes avec sa femme et peut-être un conseiller financier. Il a émis un son, un rire ou un soupir, je ne sais pas. Je lui ai dit de prendre soin de Claire et Théo.
C'était ça, le vrai travail. Il a dit, oui, monsieur. Ça m'a surpris. 2 mois plus tard, j'ai emménagé à la résidence. Mon unité donne sur le sentier de promenade. Harold, de l'atelier, est devenu un bon ami. On joue aux échecs le mardi, et il me bat constamment, ce que je trouve étrangement plaisant. La maison est louée à un jeune couple de professeurs. Ils envoient le chèque chaque début de mois. Ils ont planté un potager. Patricia aurait aimé ça. Claire m'amène Théo tous les 15 jours. Il marche maintenant. Chancelant mais déterminé, se cognant au meuble et se relevant avec une concentration absolue. Il me rappelle quelqu'un, sans que je puisse dire qui. Derek vient parfois. Il me serre la main, différemment. Moins de théâtre, plus d'humanité. Je ne sais pas ce qu'il adviendra d'eux ou de la maison. La vie n'offre pas de garantie, et je suis assez vieux pour avoir cessé d'en attendre. Ce que je sais, c'est ceci, j'ai passé 41 ans à bâtir quelque chose de vrai. Avec un travail honnête et des mains stables, aux côtés d'une femme qui croyait aux mêmes choses. Personne ne peut vous arracher cela simplement parce qu'il est impatient. Personne ne peut l'effacer parce qu'il voit un vieil homme tranquille et suppose que le silence signifie faiblesse. J'ai souri, je n'ai rien dit, et j'ai laissé Derek croire qu'il avait déjà gagné. Puis, quand le moment fut venu, j'ai frappé à ma propre porte. C'est tout ce qu'il a fallu.